Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Cette semaine, à Passion Auto, on vient rencontrer deux membres du club Viper Québec. On va également avoir notre capsule historique comme à chaque semaine. Mais d'abord, Johan va prendre le volant d'une Viper. Si je vous pose la question, de quel pays venait la première voiture cool des années 90? Japon? Oui, il y a le Japon, là, mais un autre pays. Allemagne? Italie? Non. Suède? Non. La Corée? La Corée. OK, puis tu penses pas aux Américains, là? Ben, je sais pas, mettons, une Prowler, genre? Oh yeah! Dodge Viper, ça te dit rien? Ah, ben oui, c'est vrai. Hey, elle est là depuis tantôt, puis toi, tu me Ouais. sors Prowler. Mais c'était pas dangereux, ce char-là? Ah, c'était pas pour les peureux. C'est ça, mon époque. On avait des... Voilà la raison d'être de la toute première Dodge Viper introduite en 1991. Au début des années 90, les marques américaines, surtout Chrysler, étaient devenues très pragmatiques en raison des leçons apprises durant la crise pétrolière des années 70. C'était l'époque du K-Car chez Chrysler, tandis que la caravane continuait de remplir les coffres du constructeur. Bob Lutz, le président de Chrysler de l'époque, voulait réincarner la légende AC Cobra, mais dans une époque plus moderne et technologique. À ses yeux, c'est ce qu'avait besoin l'industrie automobile américaine pour tenir tête à une rivalité européenne et asiatique devenue clairement plus imposante. M. Lutz donna le feu vert au projet et pour le développer, il ordonna au vice-président de Chrysler Corporation, Lee Iacocca, c'est le papa de l'association avec Shelby, le papa de la Mustang aussi, puis de la caravane, de faire appel à nul autre que Carroll Shelby, comme consultant de performance pour la Viper. OK, fait que c'est une Dodge Shelby, dans le fond. Dodge Cobra. Mais vu que Cobra, Ford avait déjà acheté les droits du nom, ben ils ont trouvé un autre serpent méchant, Viper. Puis, mettons, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est que le Cobra, lui, ben, il est capable d'envoyer son venin à 8 pieds loin, puis une fois que tu te fais mordre, ça sort par les deux bouts, tu le vois plus clair, puis tu t'ennuies de ta mère. Puis le Viper, lui? Le Viper, c'est encore plus sournois. Ça a des plus longues dents. Fait qu'une fois que ça défonce ta chair, il te met encore plus de venin. Puis là, tu bats de drip. Oh, les serpents, j'ai peur de ça. Pas de molle. Qu'est-ce que t'as dit? Si Chrysler voulait réinventer la Cobra, la Viper devait être une brute de performance. Elle devait être une sorte de hot rod, mais avec une garantie. Construite sur un châssis tubulaire et avec une carrosserie majoritairement composée de fibres de verre et de résine, la Dodge Viper RT10 est arrivée sur la scène en 1991. À titre de modèle, 1992. Seulement en version décapotable, elle était basse, large, menaçante, mais c'est surtout sous le capot que la Viper devait impressionner. Mais Dodge n'avait tout simplement pas de moteur de performance. Mais heureusement pour eux, Dodge était en train de développer un V10 pour leur Ram, qui devait sortir en 1994. Son moteur, un V10 atmosphérique de 8 litres, développé en partenariat avec Lamborghini, développait une puissance de 400 chevaux et produisait un couple de 465 livres-pieds. À l'époque, c'était du jamais vu pour une voiture de production. Si certains l'accusaient de sérieusement manquer de raffinement et de présenter un habitacle bon marché rappelant les autres modèles du constructeur, certains adoraient sa pureté d'exécution. Les premiers exemplaires étaient tellement viscéraux qu'ils ne venaient avec aucun toit en cas de pluie, pas de fenêtre et aucune poignée extérieure pour les portières, ni serrure pour les barrer avec une clé. C'est un peu poche, sérieux, là, me semble. Tu veux ces choses-là? Poche, il n'y avait pas de compromis. C'était une voiture sport. Mais là, les nouvelles générations, les chialeux, sont arrivés, OK? Dans 95, ils ont été obligés de mettre un toit dur. Puis après ça, en 96, parce qu'il y avait des faibles qui se brûlaient quand ils débarquaient de la porte, bien, ils ont pris l'exhaust puis ils l'ont mis en arrière. Des faibles. Ça, c'est une vraie voiture. Avec des vraies portes puis fenêtres de course. Hein? Ça n'a pas du look, ça? C'est-tu pas beau? Non. Non, c'est pas beau. Mais le reste, il est beau. On va l'enlever, ça. Go!
poignée. Alors, c'est la poignée intérieure toujours, même s'il y a des fenêtres. Il y a un gap pour aller chercher la poignée intérieure. Et colique. Et voilà. Il n'y a pas de ceinture. Oh, ben, Colin. La ceinture est ce côté-là. Je vais vous dire, à 6 pieds, je suis assez limite pour la tête. Il manque pas grand-chose quand il y a le toit de toile. Pas besoin de vous dire que une Dodge Viper, de la façon que ça a été construit, c'était assez artisanal. Dodge voulait arriver avec son Shelby Cobra à lui. Un Shelby Cobra, là, on s'entend, là. C'était pas un modèle de finition incroyable. Là. Alors, dans la Dodge Viper de première génération, c'est très rudimentaire. Les cadrans pour les moteurs, cadrans pour la vitesse et cadrans pour le RPM. Ben, écoute, celle-là, il y a quand même, on est chanceux, on a l'option d'être climatisé. C'était la seule option qu'il y avait disponible pour la première génération. Côté finition, là, j'ai rarement vu une voiture aussi mal faite de ce prix-là. On a des bons vieux boutons d'une Dodge Néon. Les plastiques décollent, les plastiques sont craqués, la finition intérieure a perdu de son lustre de beaucoup. Et je ne pense pas que c'est parce que la voiture a été maganée, mais bien parce qu'elle s'est détériorée au fil du temps, prématurément. Quand on rouvre les portes, on voit que ça a craqué, on voit les vis qui sortent. Après ça, ils mettent un peu de cuir sur le handbrake. Hein? Paye! T'as du cuir! Le propriétaire a mis des échappements de course. Sinon, ça fait fondre le tapis. Beaucoup de Viper ont été obligés de changer les tapis intérieurs parce que l'exhaust passe littéralement à côté de votre jambe. Mais ça chauffe tellement, le feu prend littéralement dans la voiture. Ça a du moteur! Les cheveux dans le vent. Oh yeah! J'avais quelques appréhensions. Tout le monde disait que la voiture, la Viper, c'était une voiture qui était pas conduisible, qui était dangereuse. Malgré tout, elle se conduit bien, sincèrement. Je la trouve relativement confortable. Bon, OK, je commence à avoir chaud au coude, j'ai chaud à côté du mollet parce que t'as l'exhaust d'un côté, puis la transmission ici, ben, je sens qu'elle devient chaude. Mais mis à part ça, ça reste un méchant beau bolide pour la route. Je vois un peu ce qu'on veut dire quand certains journalistes disaient qu'une Viper, ça se conduit comme un truck. Ça sonne comme un camion, ça chiffre comme un camion, mais c'est pas vrai que ça se conduit comme un truck. Mais t'entends plein de bruit, plein de craquements de plastique, t'entends la transmission travaillée. Mais sincèrement, là, j'aime vraiment cette machine-là. Autant pour le look, mais aussi pour la conduite. Ça reste que c'est une voiture viscérale. C'est une voiture pour pilote aguerri. Si vous voulez pousser l'auto en conduite normale, sincèrement, n'importe qui peut la conduire. OK, là, je l'essaye pour de vrai. Bon. Le derrière veut passer en avant. Mais mis à part ça, belle petite promenade du dimanche. Je vais essayer la courbe quand même assez rapidement, voir comment la voiture se comporte. Un bolide aussi sérieux ne pourrait pas exister aujourd'hui, avec tous les milléniaux qui se plaignent sur les réseaux sociaux. C'est pas une voiture de peureux. Toi, un peu peur, hein? Non. Même pas dans la courbe. Non. Pas peureux, moi. Quoi?
Aujourd'hui, on a un reportage très spécial. Les gens qui connaissent la marque Viper, en fait, le modèle Viper, savent qu'il n'existe plus depuis quelques années. Et avec les nouvelles normes environnementales qui commencent à se resserrer peu à peu, bien, c'est des modèles qui vont devenir et qui deviennent déjà des voitures de collection. On a avec nous deux personnes aujourd'hui, Paul-André et Claude, membres du Club Viper. Merci d'être là, messieurs. Merci. Les Vipers sont arrivés, je pense, en 1992. 12, oui. La première année de production complète, ça a été 1993. Parce qu'ils en ont juste fait 285 en 92, 1043 en 93. Mais il y avait 1 an et demi d'attente à ce moment-là. Pour le peu de modèles qu'on C'est produisait. Puis tu me disais qu'en un peu plus de 20 ans, on en a fabriqué à peu près 31... En 25 ans, 32 000. 32 000. C'est moins qu'une production annuelle de Corvette, ça. De la Ou à plus peu petite près. année de Corvette. Bon, alors ça vous donne déjà une idée de la rareté du modèle. On a 3 exemples ici. Parle-nous un peu, Paul-André, du premier modèle qu'on a là. Celle-ci, c'est une génération 3, une 2004. Dans le fond, c'est la première année qu'on pouvait avoir... elle a un petit peu plus d'aide que les autres. OK. C'est celle de l'ABS. Les premières générations n'avaient pas l'ABS. Bien, la première génération, Claude, tu vas nous le dire, ça, c'était une idée de Bob Lutz. C'est ça. Puis je pense que Bob Lutz allait travailler en Cobra dans ces Il allait années-là. travailler en Cobra, puis Chrysler, ils ont dit enlève les cresses de Ford dessus. Lui, il a dit, bien, pourquoi qu'on fait pas notre Cobra? Et puis à partir de 2004, Ils ont tu commencé disais, à mettre un Paul-André, petit c'est peu ça? plus de luxe, les vitres électriques, puis l'ABS. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intimidés par tant de puissance puis pas d'aide. C'était l'homme et la machine. Hein? Les premiers modèles, là, c'était vraiment... Et avec un V10, ça prend des reins solides pour supporter une telle puissance. Si tu nous parles du deuxième, Paul-André... Parle-nous de cette génération-là. Celle-là, c'est la génération 5, qui est OK. la dernière génération de Viper. Ce modèle-ci, c'est une 2014. Donc, déjà, avec ce modèle-là, il y a beaucoup plus de luxe que ce à quoi Viper nous avait habitués avant. Il y a toutes les aides, tous les contrôles de traction, de stabilité, Donc, mais avec plus de puissance encore. Oui, bien c'est ça. Là. On améliorait aussi la puissance, mais c'est vrai, moi, pour en avoir conduit une, c'était plus facile à conduire Exact. que les générations précédentes. C'est ça. Mais ça restait toujours aussi exclusif. Là. Oui. Oui. Et- V10, 8,4 litres, 645 chevaux. Ah oui, quand même. Si on regarde ici, le capot moteur de l'auto était, en 2014, était la plus grosse pièce de fibre de carbone jamais réalisée pour usage automobile. Ah oui, ça, c'est une seule pièce. Ouais, puis là, si tu vois, c'est très léger. Wow! C'est vrai que c'est impressionnant. Ça pèse rien. Fait intéressant, Claude, ce véhicule-là a un moteur central avant. Puis, explique-moi comment on a fait pour équilibrer les masses. Bien, ils ont mis le capot, le toit, la valise, tout en carbone pour OK. avoir du très léger en hauteur. Et toutes les composantes plus pesantes, ils ont mis la batterie, puis tous les systèmes de suspension À l'arrière. À l'arrière, dans le fond de la valise, pour Donc- équilibrer ça 50-50. OK, puis c'est ça qui donne la tenue de route La qu'on tenue connaît de route, des c'est modèles ça. Viper. Exactement. Intéressant. Et ça, Claude, c'est un modèle assez spécial. Parle-nous de ce modèle-là, parce que c'est un modèle TA2. C'est un modèle TA2, mais c'est une GTC qui faisait 1 de 1. Tu ne pouvais pas avoir une autre Viper construite avec les mêmes spécifications. Donc, chaque voiture ne pouvait être répliquée, c'est-à-dire qu'on la faisait à son goût, il n'y en avait pas deux pareils. C'est ça, à moins d'avoir une différente couleur de banc ou d'extérieur. OK. Puis si on estimait, il en reste combien à peu près de Viper au Québec en ce moment? Y a-tu des chiffres On est dans qui le tournent? club Viper, puis s'il y en a 40, entre 40 et 50, c'est beau, là. OK, fait que ça, c'est ce qui Oui. resterait, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont partis du côté des États-Unis, de Il y en a l'Europe. beaucoup qui partent vers l'exportation, États-Unis, Europe. OK. Fait que là, est-ce qu'on va essayer d'en sauver quelques-unes chez nous? Il y en a-tu qui vont j'espère. rester? Ceux-là, ils vont rester. Ceux-là, ils vont rester. Celui-là, bon. c'est garanti, c'est... Bon, parfait. On va continuer parce qu'il y a d'autres modèles de course intéressants à côté. Bon, on quitte temporairement le monde des Viper parce que tu es un amateur de course. Tu as 3 voitures ici qui servent presque uniquement à ça. En fait, ça, c'est une Cayman de production, mais tu as ajouté une cage de sécurité, des sièges de course.
Donc, c'est une voiture où tu vas aller faire du lapping, aller te promener sur les circuits. T'as acheté ça quand, au juste? J'ai acheté ça en 2019. OK. Avec Claude, on est allé faire un cours de course en Arizona. Ah oui? Oui. Vous avez la piqûre, là. On a pris la piqûre. Donc, je voulais pas mettre les Vipers sur la piste du fait que les pièces sont dures à trouver. Donc, ça, c'était une voiture, dans le fond, pour se défouler. Puis c'est tough, ça. Ça, tu peux battre ça tout le week-end, puis tu remets ça sur la route le lundi matin, puis tout va Des bien. pneus puis des freins. Des pneus puis des freins. Puis ceux-là, ce qu'on a en arrière, là, t'as 2 Porsche 944. Ça, c'est carrément des voitures de course. OK. On peut s'amuser à Tremblant. Parce que là, tu vas quoi? Tremblant, Calabogie? J'ai pas été à Calabogie encore, OK. j'ai été juste à Tremblant, mais j'ai fait la série 944. OK, la série 944. Puis ça, t'as acheté ça quand? Ça fait 2 ans. OK. Donc, c'est la Viper pour s'amuser sur la rue et les Porsche pour s'amuser sur la circuit. piste. Mais les Vipers vont encore sur la piste. Ah, les Vipers de temps en temps, oui. Claude dit non, on y va nous autres aussi. Ben, le club va sur la piste de temps en temps. Je pense que vous avez quelques rencontres dans À l'été. Tremblant, 4-5 fois, à Calabogie à chaque année. Puis avec le club Viper d'Ontario, des fois, on peut se rejoindre à Massport. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, puis vous êtes propriétaire d'une Viper, puis vous n'êtes pas encore dans le club Viper, bien, ça sera peut-être le temps de vous inscrire, parce qu'on a justement, il y a un côté social qui est pas mal de fun. Oui. Ben, comme on dit, on y va pour la voiture, mais on reste pour les gens. Ben voilà, ça ne pouvait pas être mieux dit. C'est ça. Claude, un gros merci. Paul-André, un gros merci. Merci. Ça a été Merci une beaucoup. belle visite. Des sensors. C'est-tu pour le monde qui ne sait pas conduire sur des sensors? Alors, on est avec David en ce moment. David, tu vas m'expliquer comment désactiver des capteurs sur un véhicule. Peux-tu arrêter ça, là? Les sensors. Si je me fais rentrer dedans, là, mais le capteur est encore bon, mais il Ouais. faut le changer quand même, le capteur. Non, pas nécessaire de le remplacer. S'il n'y a pas de dommages visuels sur le capteur, puis pas de code d'erreur dans nos scans, on peut venir faire notre réparation là, sur la carrosserie, puis on peut sortir les normes du manufacturier pour nous dire là, l'angle que le capteur doit avoir exactement. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille voiture. Oups, bah, on tout le temps dans les jambes, les autres. Oups. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Mais là, tu sais, des fois, tu roules, là, puis là, il y a quelque chose qui te ramène dans tes lignes tout le temps, là. Tu sais, c'est fatigant, là. C'est quoi qui fait ça? Ça, c'est la caméra qui est dans la pare-brise. Juste en avant. Oui, OK. exactement. Je mets un tape là-dessus, puis c'est fini? OK, c'est bon. Mais ça, t'as pas besoin de recalibrer ça. Oui, aussitôt qu'on va remplacer ou encore là, retirer le pare-brise, là, on va devoir faire une recalibration de la caméra. Bon. Oh, mais voyons. Ah, bon, moi, j'ai vu. Non, mais c'est quoi, là? C'est une joke, là? Hein? Arrive d'où, les autres, là? Là, quand t'es sur l'autoroute, tu places ton régulateur de vitesse, ta voiture ralentit juste avant un dépassement. Ça, c'est qui le coupable là-dedans? Là? Ça, c'est le capteur qui se retrouve dans le pare-choc à l'avant. Il se situe juste ici, là, dans l'emblème, dans la calandre du pare-choc. Fait que ça, c'est officiellement la pire invention de l'humanité. Ben non, Johan, pas du tout. C'est la meilleure invention. Tous les capteurs sur un véhicule là, vont travailler ensemble dans un seul but, c'est de sauver des vies. Mais là, avec tous les capteurs, là, ça doit être le bordel. Je veux dire, vous pouvez pas suivre. Ben, on a accès aux normes du manufacturier pour chacun des véhicules qu'on va recalibrer. Puis sinon, ben, on a aussi notre centre de formation chez Procolor là, qui va nous aider là-dedans. Bon, tu m'as convaincu pour Procolor, mais pas pour les capteurs, par exemple. Merci quand même, David. Merci. Hey! Voyons! Tu vois qu'il comprend pas quelque chose, là? C'est... Ah! Je t'aboute! Bienvenue à notre capsule historique. Aujourd'hui, on va parler de la transmission automatique. Même si on prend aujourd'hui cette transmission-là pour acquise, ça n'a pas toujours été le cas. Les premières voitures étaient toutes des voitures avec une transmission manuelle. Bon, oui, il y a eu quelques voitures à vapeur, quelques voitures électriques, mais les voitures avec moteur à explosion avaient des transmissions manuelles. Et c'était plus compliqué que ça en a l'air, parce qu'il y a eu des transmissions manuelles à colonne, il y a eu des transmissions manuelles qui étaient au pied, il y avait un high, un low, il fallait changer des vitesses, jouer avec la manette d'alimentation en essence pour augmenter la vitesse du moteur. Donc, les systèmes étaient assez souvent très compliqués.
Là, ce qui est arrivé, c'est que l'introduction de la transmission automatique a contribué à augmenter la popularité de l'automobile. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à un Canadien qu'on doit l'invention de la transmission automatique. En fait, c'est Alfred Horner Munro, qui est un ingénieur canadien qui travaillait dans les machines à vapeur. En 1921, il a conçu la première transmission automatique et l'a brevetée en 1923. En fait, c'était une transmission automatique avec 4 vitesses avant et pas de marche arrière. Vous allez me dire, ouais, c'est pas pire, mais c'est pas complet. Effectivement, il y avait encore des choses à faire. General Motors, pour un certain temps, c'est-à-dire en 1937 et 1938, a commercialisé cette transmission-là, mais elle manquait nettement de puissance et n'a pas fonctionné sur un plus long parcours. On a inventé par la suite la transmission automatique hydraulique. Là, ça a fonctionné. C'était 2 inventeurs brésiliens qui ont mis ça sur pied en 1932. General Motors a acheté le prototype et développé cette transmission-là pour la breveter et la faire devenir la transmission qu'on appelait hydromatique, hydromatic. Donc, ça a été produit en série à partir de 1940 dans l'industrie automobile. Et le premier modèle de grande série qui a eu une boîte automatique, c'était un modèle Oldsmobile 1948. Et ça avait été développé par l'ingénieur Earl Thompson, qui a été annoncé à l'époque comme le plus grand progrès de l'automobile depuis le démarreur électrique. Donc, on avait fait de grands pas en avant. On a continuellement amélioré la conception. On a ajouté des vitesses parce qu'au début, on avait des modèles à 2 vitesses, à 3 vitesses. On est passé après ça à 4 vitesses. Aujourd'hui, on a des modèles à 10 vitesses. Ça a rendu la conduite des véhicules beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et ça a contribué à augmenter la popularité de l'automobile. Alors voilà, c'est notre chronique de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission... Si tu battais le char, personne passe en avant de toi. Si tu chiffres trop vite, n'importe quel mémé en minivan t'a dépassé. Là, tu vas m'expliquer comment tu t'es ramassé avec un autobus dans ta collection. Cet autobus-là, qui a quand même pris 9 ans à restaurer. Donc, il y a quand même beaucoup de travail derrière ça. C'est vraiment digne d'un musée, là. C'est digne d'un musée, exactement.